Voilà, nous sommes de retour sur ce plateau. Il est 7 heures du côté de Ngelmedouga. C'est la même heure forcément du côté de Balvin. Et à l'instant, nous allons nous déporter du côté d'Yaoundé pour la revue de presse. Et en place, nous avons monsieur Brown Kamga qui est là pour la revue de presse. Bonjour Yaoundé, c'est à vous Brown. Avec le quotidien national bilingue Cameroun Tribune qui est en kiosque ce matin et nous parle de la relation au sommet entre le Cameroun et l'Organisation internationale de la francophonie. Le journal de Marie-Claire Nana nous dit ce matin que Louise Moshiki Wabo, qui est donc le secrétaire général de la francophonie, était en visite au Cameroun en fin de semaine dernière et l'audience à elle accordée par le président de la République a permis donc d'apprécier les efforts du Cameroun dans la promotion des idéaux de l'Organisation internationale de la francophonie, ainsi que le rôle clé que joue le Cameroun, plaque tournante de l'Afrique centrale, au sein de cette institution internationale. On poursuit la revue de presse avec le quotidien Mutation qui est en kiosque ce matin et nous parle de la sécurité dans l'extrême nord et la Damawa du Cameroun pour parler donc de ces braises sous la cendre. Le carnet de route de la récente visite du ministre délégué à la présidence chargé de la Défense, Joseph Betia Somo, est présenté dans les colonnes du quotidien Mutation qui nous fait savoir ce matin que Joseph Betia Somo s'est rendu respectivement à Kousséri et à Mora où il a donc eu à retenir cette cargaison d'armes saisie par les forces de défense camerounaises entre les mains de Boko Haram. Il s'est également rendu à Maroua, Gaoundéré et ou à Belel, où il a donc tenu à booster le moral des troupes, même si celui-ci a dénoncé donc des complicités avec des ravisseurs par les populations et certains éléments de l'armée. Des sanctions sont également annoncées. Joseph Betia Somo annonce donc, il parle donc de vigilance, appelle les autorités administratives, les autorités traditionnelles à collaborer donc avec les forces de maintien de l'ordre ainsi que les comités de vigilance au point retour dans la paix dans l'extrême nord et dans l'Adamawa. L'Orphelin parle également de ce même sujet ce matin avec la visite du ministre délégué à la présidence chargé de la défense, Joseph Betia Somo, dans les régions de l'extrême nord et de l'Adamawa. Joseph Betia Somo était donc porteur d'un message d'encouragement du chef de l'État aux troupes déployées sur la ligne de front et d'un message de félicitations aux populations pour leur collaboration avec les forces de défense et de sécurité. Le quotidien L'Épervier est en kiosque ce matin et évoque également ce sujet de la visite du ministre délégué à la présidence chargé de la défense, Joseph Betia Somo, à l'extrême nord et dans l'Adamawa. Mais la une principale du quotidien L'Épervier ce matin s'intéresse aux renseignements provisionnels pour dire que rien ne va plus. Que devient la direction générale des renseignements au Cameroun? Est-elle grippée? S'interroge le quotidien L'Épervier ce matin. Ce renseignement ne fonctionne ni sur le territoire ni à l'étranger. Prenant pour exemple la région du littoral, elle ne compte que 7 éléments de renseignement qui ne peuvent même pas du tout couvrir le seul département du Vouri. Plus grave encore, quelques agents seulement couvrent tout le continent européen. Qu'est-ce qui peut donc expliquer ce déficit d'agents opérationnels? Est-ce devenu un poste de police ou de gendarmerie? Quel renseignement peut-on attendre de cette institution qui bénéficie pourtant d'importantes dotations de la nation camerounaise, notamment avec la présidence de la République? La revue de presse est également ce matin. Le quotidien Émergence qui est en kiosque et s'intéresse à la situation sécuritaire dans les régions du nord-ouest et du sud-ouest pour nous dire que les États-Unis sont favorables à une intervention directe au Cameroun durant la réunion du Conseil de sécurité sur la protection des civils dans les conflits armés. Laquelle réunion s'est tenue le 23 mai dernier. Le représentant adjoint des États-Unis aux Nations Unies, Jonathan Cohen, a appelé l'ONU à sortir de son immobilisme et à intervenir directement au Cameroun. La deuxième une du quotidien Émergence en kiosque ce matin nous parle de Human Rights Watch qui demande une intervention et que lumière soit faite sur les différents domiciles brûlés, notamment le 15 mai dernier du côté de Mancon. Le quotidien L'Épervier nous fait savoir ce matin que Human Rights Watch demande donc à ce que la lumière soit faite sur cette situation où plus de
70 domiciles ont été incendiés. Des militaires de l'armée camerounaise sont indexés et Human Rights Watch demande donc que la lumière soit faite. On reste dans le Grand Nord, dans le Nord-Ouest et le Sud-Ouest pour parler également de cette insécurité grandissante avec le tri-hebdomadaire Le Soir qui nous parle ce matin de cette tête coupée, de cette tuerie à n'en plus finir dans les régions du Nord-Ouest et du Sud-Ouest ce matin. Le tri-hebdomadaire Le Soir nous dit ce matin qu'il n'y a pas de dialogue avec des têtes coupées et des bébés assassinés. Avec quel ennemi et adversaire invisible et des armées mercenaires devrons-nous dialoguer? Le décryptage est donc à suivre dans les colonnes du tri-hebdomadaire Le Soir qui en seconde une nous parle ce matin du barrage hydroélectrique de Mékine qui a été inauguré le week-end dernier par le ministre de l'Eau et de l'Énergie, Gaston Elundou et Somba. On poursuit la revue de presse avec Tribune d'Afrique qui est en kiosque ce matin et nous parle en sa petite une des relations entre Joseph Dion-Gouté et Paul Atangandi pour dire que la dernière tournée du Premier ministre dans le Nord-Ouest et le Sud-Ouest a été saluée par l'ensemble des populations et que la sortie de Paul Atangandi sur France 24 ne souffre d'aucune contestation. Dion-Gouté et Atangandi sont donc pour le même combat au sujet de la crise anglophone. La une principale de Tribune d'Afrique s'intéresse ce matin à ce que le président de la République a dit le 31 décembre dernier au sujet de la forme de l'État. Le chef de l'État camerounais est resté constant sur l'objet de la forme de l'État. Pour le citer, nous devons rester ouverts aux idéaux amélioratifs à l'exclusion. Toutefois, de celles qui devraient toucher la forme de l'État. Cette citation est donc analysée par Faustin Dicam dans son éditorial de ce matin. La revue de presse se poursuit avec l'autre quotidien, le quotidien bleu, Le Jour d'Aman Mana qui nous parle ce matin des figures de mai 1990 aux oubliettes, la célébration du 29e anniversaire du Social Democratic Front, c'était hier sur l'ensemble du territoire national, a donné à voir un manque d'hommage aux premières victimes de la répression, morts et piétinés par les balles à Bamenda. C'était en mai 1990. Le quotidien d'Amanmana nous fait savoir ce matin que le chairman Nidjon Frondi a projeté ce jour une marche du côté de Bamenda à 14 h. Le trajet, c'est City Chemise jusqu'à Mancon, sauf qu'il n'y aura peut-être pas cette marche interdite par les autorités administratives qui craignent donc un débordement. Retrouvé également à la deuxième une du quotidien Le Jour ce matin, le père de Mata, cette jeune fillette de 4 mois seulement qui a été tuée le 20 mai dernier, le père de Mata qui répond donc à René Emmanuel Sadi, le ministre de la Communication qui estimait que ce papa était un ex-sécessionniste. L'homme répond que non, il est tout simplement employé de la CDC du côté du Nord-Ouest. Il n'a jamais été sécessionniste et que sa fillette a bel et bien été tuée par des hommes armés non identifiés jusqu'ici. La revue de presse est aussi La Voix du Centre qui parle ce matin de la catastrophe des écarts. 3 ans plus tard, où en sommes-nous? Où est passée la dotation de Paul Biya? S'interroge La Voix du Centre ce matin pour nous dire que le chef de l'État a remis 1 milliard de francs CFA aux sinistrés. L'argent n'est toujours pas arrivé aux bénéficiaires alors que la liste officielle est connue depuis des années, d'où la grosse colère de ces derniers qui menacent donc de descendre dans la rue si rien n'est fait pour qu'ils puissent entrer en possession de leur dû dans les plus brefs délais. Et l'oreille droite de La Voix du Centre, le ventre droit de La Voix du Centre, ce matin nous parle également de la qualification ou pas des Lions indomptables à la CAN 2019. Le verdict sera donc connu mercredi prochain, nous fait savoir La Voix du Centre. L'actualité est également en kiosque et nous parle des examens officiels qui se tiennent sur l'ensemble du territoire national depuis quelques jours maintenant. Mais pour parler des épreuves faussées, ils sont de milliers qui concourent au CEP, au BEPC, au probatoire, au baccalauréat et à bien d'autres examens. Mais au fil des temps, l'on note une dégradation accentuée du niveau des élèves, des étudiants, jusqu'au niveau professionnel et à divers niveaux.
L'actualité essaye donc de comprendre les causes de ce passage de l'éducation nationale de l'excellence à la médiocrité. À lire donc tout un dossier que nous propose le journal d'Eve Tiwa ce matin. On reste donc dans le secteur de l'éducation, mais cette fois-ci pour parler de la communication gouvernementale à l'épreuve du numérique. Le quotidien nous fait savoir ce matin que les membres du gouvernement vont se rendre du côté de l'Estic mercredi prochain à l'école donc supérieure des sciences et techniques de l'information et de la communication pour faire donc front commun sur la communication gouvernementale à l'ère des réseaux sociaux. Le quotidien nous fait savoir que ce sera mercredi. La communication gouvernementale à l'ère des réseaux sociaux organisée par le groupe L'Élite de l'Estic. La rencontre de Ngwa Ekele aura donc pour but de créer un cadre d'échange entre les membres du gouvernement et les professionnels de la communication avec les parties prenantes aux fins d'un usage judicieux des réseaux sociaux et ce pour l'intérêt général. On parle économie ce matin avec Ecomatin qui est en kiosque pour parler du blackout sur la TNT. Quelques années déjà que le gouvernement camerounais a parlé du basculement vers le numérique. Mais Ecomatin nous fait savoir ce matin que cela a coûté 110 milliards de francs CFA, incluant la réhabilitation de la Cameroun Radio Télévision et qui devrait s'achever en juin 2015. Jusqu'ici, rien n'est fait 4 ans après. L'Office de radiodiffusion du Cameroun et le gouvernement n'osent même plus parler de ce dossier. La phase pilote lancée à Yaoundé et à Douala cette même année-là, c'est-à-dire en 2015, est donc un cuisant échec. Nous fait savoir Ecomatin ce matin, qui nous parle également du ministère des Finances qui suspend la TVA et c'est ce qui bat justement la une de Essingan que vous retrouverez en kiosque ce matin. Lui, Paul Motazé, qui défie donc le président de la République, Paul Biya. Essingan nous dit que Paul Motazé prive Paul Biya de 10 milliards de francs CFA sur l'assurance vie. De quoi s'agit-il concrètement? En décidant de suspendre le 6 mars 2019 l'application de la taxe sur la valeur ajoutée, environ 10 milliards de francs CFA. Sur ce segment contenu dans la loi des finances, le ministre des Finances met donc ainsi au-dessus, se met aussi ainsi au-dessus d'une loi votée par le Parlement et promulguée par le chef de l'État. Marie-Flore Gimbous nous fait savoir que ces 10 milliards de francs CFA que le Cameroun va perdre, il y a donc un effet de boule de neige avec donc les objectifs qui sont hypothéqués de la part du directeur général des impôts du Cameroun. On poursuit avec la finance pour nous parler ce matin de la garantie pour obtenir des crédits au Cameroun. Ça évolue, nous fait savoir le financier d'Afrique qui est en kiosque ce matin. Des véhicules sont donc désormais acceptés en garantie au crédit bancaire. Le répertoire national de sûreté mobilière lancé, c'était le 23 mai dernier, ici même à Yaoundé, donne donc des possibilités aux établissements de crédit agréés, des garanties mobilières et immobilières. Une réforme qui est donc appréciée par le Conseil national du crédit et bien sûr l'APCAM. La deuxième une du financier d'Afrique parle ce matin des importations du riz, notamment au port autonome de Douala, avec cette avancée notable pour donc décongestionner et dédouaner le plus rapidement possible les marchandises, notamment du riz qui arrive du côté de Douala. Le financier d'Afrique nous fait savoir ce matin qu'il y a donc un réajustement de la franchise du riz au port autonome de Douala. La principale résolution donc a été prise à l'issue de la rencontre entre le ministre du Commerce, les importateurs de riz et les responsables du port autonome de Douala. C'était donc la semaine dernière, des années que ça dure et désormais donc l'importation, la franchise du riz importé dans cette enceinte portière va passer donc de 90 jours à 11 jours seulement et les importateurs du riz saluent donc cette mesure prise par le port autonome de Douala, le ministère du Commerce et bien sûr les importateurs de riz. On termine cette première partie de la revue de presse en direct de Yaoundé avec Défi Actuel qui est en kiosque ce matin et qui poursuit donc ce débat sur la sortie ou pas du franc CFA. L'économiste co-auteur de l'ouvrage Sortir l'Afrique de la servitude monétaire, à qui profite le franc CFA, énonce donc des mesures qui devraient gouverner la création d'une nouvelle monnaie pour les pays de la zone franc CFA. Martial Z. Bellinga nous dit ce matin que la fin du CFA est un passage obligé.
vers une émancipation plus générale. Voilà qui fait la revue de presse Made in Yaoundé ce matin. On vous a servi avec beaucoup de plaisir. On va donc vous retrouver demain. Mais avant, on va prendre tout de suite la couleur de la revue de presse du côté de Douala avec Aimé Catherine Moukouri. Bonjour Aimé. Bonjour Brand Kamga, ce matin dans la capitale économique Douala, la revue de presse a une coloration vert et blanc comme les couleurs justement du parti du SDF qui se retrouve à la une de la nouvelle expression ce matin. Le journal nous dit il y a 29 ans, le SDF naissait dans le sang, une actualité à retrouver à la colonne justement de la nouvelle expression qui donne la parole à Jean Tsomelou ce 26 mai 2019, le Social Democratic Front a 29 ans, un anniversaire que le parti de Nidjon Frundi célèbre son tambour. D'après la nouvelle expression, à l'occasion, son secrétaire général dresse le bilan des années passées et scrute l'avenir, les questions électorales, la crise dite anglophone, les préoccupations du parti et la médaille qu'il a reçue de l'État au moment où son parti boycottait la fête de l'unité. À la question de savoir si le SDF reviendra à sa forme originelle. Ce dernier a déclaré « Nous sommes actuellement sur le terrain. On est en train d'aller de circonscription en circonscription pour galvaniser les militants, pour préparer les futures élections parce que nous avons compris que la politique, c'est sur le terrain. » Déclaration donc de Jean Tsomelou à lire en page 9 du journal La Nouvelle Expression. La Nouvelle Expression qui ce matin consacre sa grande une fois de plus à cette affaire du bébé assassiné de Moyouka, s'intéresse également à ce mouvement d'humeur des enseignants dans la ville de Bamenda. Les enseignants manifestent à Bamenda, titre le journal. Et à lire en page 2, on apprend que ces enseignants ont fait un mouvement le vendredi 24 mai pour réclamer plus de protection dans le cadre de la pratique de leur métier. Une manifestation qui intervenait 3 jours après la décapitation d'un des leurs dans des circonstances jusqu'ici non élucidées. Le journal ouvre les guillemets sur une déclaration. Plusieurs d'entre nous sont enlevés, plusieurs torturés, d'autres sont en captivité pour des rançons. Les collègues ont été tués avec toute leur famille exterminée. Aujourd'hui, on nous coupe la tête, on nous décapite. Pourquoi? Trop, c'est trop, a déclaré Sema Valentine, secrétaire exécutif de la CATU, Cameroun Teachers Trade Union, un des syndicats des enseignants vêtus de noir. Certains ont porté le deuil de tous les enseignants tués depuis le début de la crise. La nouvelle expression qui ce matin nous rappelle que dans les régions anglophones, les sécessionnistes ont imposé un boycott des cours dans les établissements scolaires. Les attaques de groupes armés sur les écoles enseignants et élèves sont nombreuses, selon le dernier rapport rendu public par l'ONG International Crisis Group. En 20 mois d'affrontements armés dans les 2 régions du sud-ouest et du nord-ouest, le conflit a fait 1850 morts et 530 000 déplacés internes et des dizaines de milliers de réfugiés. L'éducation intéresse également le journal Le Messager ce matin à sa une. Le journal titre justement « Éducation de base, le CEP 2019 sous la menace d'un boycott ». Outre la mesure fiscale qui risque de mettre en péril les indemnités des correcteurs, le syndicat national des instituteurs contractuels et maîtres des parents dénonce la disparité qui existe entre le sous-système anglophone et francophone. Les instituteurs sont vent debout contre la circulaire du MINFI du 28 décembre 2018, nous apprend le Messager, portant instruction relative à l'exécution des lois de finances, au suivi et au contrôle de l'exécution du budget de l'État et des autres entités publiques pour l'exercice 2019. Dans des lettres aux airs d'ultimatum adressées à Laurent Serge Etundingwa, ministre de l'Éducation de base, les instituteurs menacent de boycotter le CEP session 2019 organisée par le Mineduc. En fait, les enseignants du primaire dénoncent les articles 371, 372 et 400 de la circulaire. Selon ce texte du ministère des Finances, dont l'application met le CEP 2019 sous pression, les vacations et indemnités pour participation au déroulement et à l'organisation des examens et concours relevant du ministère de l'Éducation de base alloués au personnel demeurent soumises à l'IRPP d'après le barème des retenues salariales au taux de 5,28%. Cette mesure, d'après le SYNCOP,
est discriminatoire car elle ne touche pas le personnel du Mineduc, nous dit le quotidien Le Messager. Le quotidien Le Messager qui consacre justement son bas de une ce matin à l'économie et nous parle du barrage hydroélectrique de Mékin. Les premiers kilowatts arrosent Meyomessala et sans Mélima, affirme le quotidien Le Messager. Après l'échec d'il y a un mois, l'opération de mise sous tension de l'infrastructure énergétique s'est avérée concluante. Le 24 mai 2019, désormais, les localités des communes de Meyomessala et de San Mélima sont desservies par l'énergie provenant de ce barrage. Le journal nous fait savoir que l'infrastructure énergétique est essentiellement destinée à alimenter en électricité les 8 communes du département du Djaïlobo dans le sud du pays grâce à une centrale hydroélectrique d'une capacité de production de 15 MW et d'une ligne d'évacuation d'énergie de 110 kV construite sur 33 km. La réception définitive du barrage est programmée pour le 15 janvier, nous renseigne ce matin Le Messager. Le Messager de ce lundi qui n'est pas passé à côté de l'actualité concernant le Social Democratic Front et le journal nous fait savoir que le SDF renoue avec les marches. Le SDF annonce donc de nouvelles marches, titre en page interne Le Messager. Pour Joshua aussi, Jean-Michel Nietzsche, Carlos Nguelem et compagnie, le combat du principal parti de l'opposition qui a soufflé sur 29 bougies hier dimanche se poursuit pour restaurer la vraie démocratie et exiger un dialogue inclusif pour résorber la crise dans le nord-ouest et le sud-ouest. Le Messager de ce matin qui nous fait savoir que Joshua aussi a exigé de ses camarades une minute de silence en mémoire des 230 militants du SDF, des martyrs du 26 mai et bien d'autres qui ont perdu la vie dans le combat politique. Il annonce que le 30e anniversaire va culminer avec la prise de pouvoir par le SDF en commençant par des victoires sans panache lors des régionales, municipales et des législatives attendues. Un autre journal à retrouver en kiosque ce matin, il s'agit bien de L'Œil du Sahel. Le tri-hebdomadaire régional s'intéresse également à un parti politique, mais cette fois-ci, il ne s'agit pas du SDF, mais plutôt du FSNC d'Issa Chiroma Bakari. Le journal nous parle ce matin des pétitions des cadres. Une pétition à lire justement est signée de 8 membres pères fondateurs du FSNC. Il déclare qu'il faut tenir pour évident qu'il y a des malaises, ça et là, notamment dans les arrondissements de Garoua, 2e, Tcheboa, Bibémi, où M. Yaouba Abdoulaye, non moins président de section élu, se retrouve tout simplement en ballottage, ne sachant hélas à quel sein se vouer. Guidère dans le département du Mayoulouti n'est pas en reste, dit justement cette pétition. Ce malaise est d'autant plus profond que ni le secrétaire national de l'organisation, ni le président de la commission départementale de la Benue n'ont été impliqués de quelque manière que ce soit lors de la distribution des pagnes et t-shirts du parti pour le défilé du 20 mai. Mais courant, monsieur le vice-président en a fait à sa tête, dénonce justement ses pères fondateurs du parti dans cette pétition, aidé de 2 militants de son choix venus de l'UNDP, dont l'un est désigné par ses soins au poste de président de commission d'arrondissement de Garoua 1er et le second à Garoua 2e. Une autre actualité barre la une ce matin du Tri Hebdo, L'Œil du Sahel. Le journal nous conduit à Garoua, 2e, où 2 personnes ont été assassinées au quartier Laïndé. Et le reporter de L'Œil du Sahel nous fait savoir que la scène funeste s'est déroulée dans la nuit du vendredi 24 mai au samedi 25 mai au quartier Laïndé dans l'arrondissement de Garoua 2e. Un groupe de malfaiteurs constitué de 4 personnes, selon les témoignages, décide de faire irruption au domicile d'un certain Aladji Sali Swahibou alias Gobay à Laïndé pour s'emparer d'un véhicule de marque Toyota Pick-up. Sur le site, il croise la résistance du gardien des lieux. Toujours selon les témoignages, il aurait reconnu un des membres de la bande. Celui-ci qui se trouvait à son poste de travail en compagnie de Saddam sera étranglé à mort par les gangsters qui vont ensuite faire irruption dans le domicile pour prendre possession du véhicule.
Avec le journal The Star, on s'intéresse encore à la crise qui sévit dans les régions du sud-ouest et du nord-ouest. Le journal en kiosque ce matin nous renseigne à sa une que les projets du ministère du Tourisme pour la Cannes 2021 sont prêts, mais cependant The Star propose tout un dossier sur la situation sécuritaire dans le nord-ouest et le sud-ouest, malgré l'appel au dialogue de Paul Biya. Nous dit The Star, c'est un bain de sang dans ces régions qui se poursuit. Meurtres, destructions, incendies ont continué dans ces zones. Beaucoup ont pensé, dit The Star, qu'après le passage du Premier ministre, tout reviendrait à la normale. Pendant ce temps, le gouverneur du Nord-Ouest parle d'enquête sur les incendies et les meurtres dans les villes de Bamenda et dans la région du Nord-Ouest en général. Après la décapitation d'un homme, 9 personnes ont été tuées à Essou et 7 à Bali. Et les débats se poursuivent sur le meurtre d'un bébé de 4 mois à Moyuka. À la une justement de The Star, le visage de cet enseignant qui a été froidement assassiné et décapité, Wundai Wundi Olivier. L'effort camerounais, justement, l'hebdomadaire catholique d'information s'intéresse également à cette crise et le journal à titre violence inhumaine et monstrueuse. Les évêques avaient prévenu. Le journal L'Effort camerounais nous dit ce lundi matin qu'on se souvient il y a quelques semaines de la réflexion de Monseigneur Samuel Cléda, archevêque de Douala, encore président de la conférence épiscopale du Cameroun. Il déclara entre autres, il y a lieu de se demander s'il y a vraiment une volonté réelle de trouver des solutions à cette crise sociopolitique qui continue de faire tant de victimes. Ce n'est pas la première fois en Afrique que les évêques catholiques essayent d'apporter leur contribution pour la consolidation de la paix et la recherche pacifique de sortie de crise, dit l'Effort camerounais. À entendre le cri d'alarme de l'archevêque de Douala, on se rend compte qu'au Cameroun, la main tendue des évêques catholiques est jugée par les autorités comme une ingérence dans leur chasse gardée qui est le conflit dit anglophone. Alors on peut se demander pourquoi la main tendue des évêques fait peur ou gêne-t-elle le pouvoir en place. L'Effort camerounais qui consacre sa une de ce lundi matin à un concept de plus en plus usité, le vivre ensemble, pardon et réconciliation. Que signifient ces mots pour un citoyen chrétien? La réponse est à lire en page 3 de l'Effort. Également disponible en kiosque ce lundi matin, The Post, qui est sur la même lancée que le journal précédent et s'intéresse à la situation sécuritaire dans le nord-ouest et le sud-ouest. Ce matin, le journal nous rapporte l'enlèvement d'un candidat au GCE par des hommes armés quelques jours avant le début ce lundi des épreuves. Ils réclament des millions à la famille de la petite Benita, enlevée alors qu'elle rentrait des cours de préparation. Ils ont donné un délai demain mardi pour percevoir les 5 millions de francs CFA réclamés. À côté de cette petite une au sujet justement de ce kidnapping, la grande une de The Post parle du conseil de cabinet de la semaine dernière. Le journal nous fait savoir qu'à cette rencontre, le Premier ministre a dénoncé la cacophonie au sein de son gouvernement. D'après The Post, le Premier ministre Joseph Diongouté a été embarrassé par la sortie d'Atanganji justement sur France 24. Le journal Libération plus l'hebdomadaire d'enquête et d'information générale pour ce lundi parle d'économie et le journal titre « Quand le sommet de l'État bloque les projets de la Banque mondiale ». Justement à lire en page 5 de ce journal. On nous dit qu'il faut attendre parfois plus d'un an pour que le décret habilitant le ministre de l'économie, de la planification et de l'aménagement du territoire à engager le Cameroun soit signé par le chef de l'État lors de l'ouverture de la revue conjointe du portefeuille de ses projets au Cameroun le 19 mars dernier. La Banque mondiale n'est pas allée par le dos de la cuillère pour dénoncer les lenteurs dans leur mise en œuvre. Le 1er juin est le délai de mise en vigueur des projets de portefeuille. Ce délai a plus que doublé en 2010 et 2019, passant de 6,7 mois, de 6 à 7 mois à plus de 14 mois. 7 projets
du portefeuille sont en attente de la déclaration de leur mise en vigueur, alors qu'ils ont été approuvés depuis plus d'un an pour certains, regrettait alors Mazen Bouri, responsable des programmes du secteur économie, finance et gouvernance de la Banque mondiale et représentant de la directrice des opérations de la Banque mondiale à cette rencontre. Une situation qui agace, nous dit Libération. L'institution de Bretton Woods, le responsable des programmes du secteur finance et gouvernance de la banque, prévient l'engagement de la Banque mondiale pourrait s'en trouver diminué du fait du ralentissement de la préparation et de la soumission de nouvelles opérations au conseil d'administration. Et toujours en économie et finance, le journal nous dit que Louis-Paul Motazé recadre ses collaborateurs dans une lettre circulaire publiée le 11 mars 2019. Le ministre des Finances demande à ses collaborateurs le respect scrupuleux des mesures de régulation budgétaire contenues dans la circulaire du 20 décembre 2018. Cette correspondance s'adresse aux ordonnateurs principaux, secondaires et délégués, aux responsables de programme, aux maîtres d'ouvrage et maîtres d'ouvrage délégués, aux contrôleurs financiers, aux comptables publics et aux partenaires publics, privés et autres, constatant que les mesures de régulation définies par le gouvernement pour l'exercice 2019 continuent d'engendrer beaucoup d'incompréhension et de controverses, ce qui rend leur mise en œuvre difficile étant donné leur non-appropriation par les différents acteurs de la chaîne de la dépense publique, compromettant ainsi l'atteinte des objectifs recherchés par celle-ci. Louis-Paul Motazé a jugé judicieux de procéder à un rappel du contexte dans lequel le budget 2019 s'exécute, puis à une clarification des fondements juridiques de cette pratique, à une présentation du mode opératoire de la régulation budgétaire au Cameroun, ainsi que des dispositions pratiques à prendre par chacun des acteurs de la chaîne d'exécution du budget de l'État. Une fois n'est pas coutume, terminons cette revue de presse en nous intéressant à un site d'information en ligne. Il s'agit de CamerounInfo.net qui propose une ce lundi sur Pascal Siakam et les Toronto Raptors qualifiés pour la finale de la NBA pour la première fois de leur histoire. Ils sont venus à bout des Bucks de Milwaukee. Pascal Siakam est donc le premier Camerounais à atteindre cette étape de la compétition. Il a franchi cette année la barre des 44 points. C'est lui le numéro 2 des Raptors après Kawhi Leonard, nous renseigne le site d'information CamerounInfo.net. Et c'est avec cette information que nous mettons un terme à la revue de presse Acte 2 depuis la ville de Douala. Merci à vous millions de téléspectateurs de nous avoir suivis et surtout merci à vous Soflane et Thierry Carole.